Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok reprend son poste de Premier ministre après le coup d'État militaire du mois d'octobre. Un nouvel accord de partage du pouvoir entre ce dernier et l'auteur du coup d'État, le général Abdel Fattah al-Burhan, a été signé ce dimanche 21 novembre. Yahya Jammeh, l'ancien chef de l'État de la Gambie exilé, désormais a ignoré un avertissement du président sortant Adama Barrow de ne pas intervenir dans la campagne électorale en cours dans le pays. Il s'est exprimé à distance lors d'une réunion publique de Mama Kandeh, le candidat qu'il soutient pour le scrutin présidentiel du 4 décembre prochain. Et puis, les Kenyans ont une fois encore survolé la 3e édition du marathon FH Dakar qui s'est disputé ce dimanche 21 novembre dans la capitale sénégalaise. Résumé en fin d'édition. Mais tout d'abord, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce dimanche 21 novembre le recrutement de 3000 soldats en 2022. Un budget sera également débloqué par le ministère de la Défense pour l'achat de matériel de pointe. L'insurrection djihadiste prend de plus en plus d'ampleur en Afrique de l'Ouest, des pays voisins comme le Burkina Faso étant sévèrement affectés. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est la cible depuis mars 2016 d'attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes. Les terroristes s'enracinent dans le nord-est du pays où dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne avait fait 14 morts parmi les soldats. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan et le premier ministre Démi sont parvenus ce dimanche 21 novembre à un accord qui reconduit Abdallah Hamdok au poste de premier ministre. Un accord loin de faire l'unanimité. La coalition civile qui a nommé Abdallah Hamdok au poste de premier ministre il y a 2 ans a refusé de reconnaître tout nouvel accord et les Soudanais continuent d'exiger le retour du pouvoir civil. Le point sur la situation avec Philomène Tine. Écarté lors du coup d'État du 25 octobre 2021 au Soudan, le Premier ministre Abdallah Hamdok a été rétabli dimanche 21 novembre à son poste après un accord avec le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du coup d'État. À l'issue de la signature, les 2 hommes se sont exprimés l'un après l'autre en s'engageant à la résolution de tous les défis de la transition, dont le partage du pouvoir entre civils et militaires et la libération des personnalités politiques arrêtées depuis le putsch. Il est donc évident que les marges de manœuvre du général al-Fattah restaient très limitées, notamment que les États-Unis, qui est le principal partenaire financier du Soudan, ont refusé notamment de lui accorder également un soutien financier. Et aussi bien les pays de Golfe, face aujourd'hui à la menace du gendarme américain, ont dû revoir la coopération avec le général al-Fattah. Le général al-Fattah reste à la croisée des chemins, donc on peut comprendre déjà le désistement en tant que tel. Le Conseil central des forces de la liberté et du changement, regroupant la société civile et les partis d'opposition, ainsi que plusieurs autres partis politiques, ont annoncé qu'ils n'étaient pas concernés par l'accord entre le chef de l'armée soudanaise et le Premier ministre. Également, les Soudanais ont continué à manifester par milliers contre la junte, malgré le retour du Premier ministre civil. La crainte est que le Premier ministre Hamdok soit très mal perçu par l'opinion publique soudanaise. Sur quelle base a-t-il accepté de revenir? S'il est vrai qu'il y a eu la libération de ses partisans, mais il est important de comprendre qu'il y a eu des crimes de sang. Et ces crimes de sang, dans le cadre de l'accord, restent prescriptifs, avec aucune possibilité de poursuite contre les forces armées soudanaises qui sont la base des exactions commises. Et si tel est le cas, pour l'opinion publique soudanaise, Hamdok est très parfois perçu comme étant une personne qui a trahi cette cause en tant que telle. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a déclaré dimanche qu'ils ont convenu de tenir des élections avant juillet 2023. Il a affirmé dans le même temps être libre de former un gouvernement de technocrates. Par ailleurs, une partie de la communauté internationale salue la déclaration politique signée au Soudan. Yahya Jammeh a violé l'interdiction de participer à la campagne électorale en Gambie. Des enregistrements de l'ex-chef d'État exilé en Guinée équatoriale ont été diffusés lors des événements de campagne du candidat Mama Kandeh, suscitant la désapprobation du président Adama Barrow. Nathalie Mo. Le candidat à la présidentielle en Gambie, Mama Kandeh, est menacé de poursuites judiciaires. Des voix s'élèvent dans les rangs du parti au pouvoir contre le soutien manifeste de l'ex-président gambien Yahya Jammeh pour le candidat du Congrès démocratique de la Gambie. Le président Adama Barrow a indiqué qu'il est prêt à saisir la commission électorale pour dénoncer l'ingérence de Yahya Jammeh dans le processus électoral gambien.
La réaction du président gambien Adama Barrow par rapport aux enregistrements publiés de l'ex-président Yahya Jammeh qui est en exil en Guinée équatoriale est une réaction d'un homme qui est désabusé. Il est reproché à Mama Kandé de diffuser des enregistrements audio de Yahya Jammeh lors de ses caravanes électorales. Pourtant, l'ex-dirigeant est sous le coup d'une interdiction de participer à la campagne électorale dans le pays. De plus, son parti, l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction, n'a présenté aucun candidat pour le scrutin, mais a signé une alliance avec le parti présidentiel, le Parti national du peuple. Même président qui a signé un accord électoral, du moins son parti, avec l'actuel président Adama Barrow, a signé quelque chose de semblable avec son rival, qu'il soutient par des enregistrements publics, est une trahison qui s'apparente à un coup de couteau dans le dos. Yahya Jammeh bénéficie encore d'un important soutien politique en Gambie. Son futur rôle dans le pays, ainsi que la question de la justice pour les crimes commis sous son règne, occupent les débats politiques dans le pays. En Gambie, près d'1 million d'électeurs sont appelés aux urnes le 4 décembre pour élire leur président pour un mandat de 5 ans. Également dans l'actualité, le gouvernement kényan instaure officiellement un pass sanitaire Covid-19. En vertu de la nouvelle réglementation sanitaire, les Kenyans devront prouver qu'ils sont entièrement vaccinés contre la Covid-19 pour avoir accès aux services publics, aux transports en commun et aux lieux publics tels que les parcs nationaux, les bars et les restaurants. Le Kenya prévoit une campagne de vaccination massive de 10 jours à partir du 26 novembre et la présentation de ce certificat sera exigé à partir du 21 décembre 2021. La foire commerciale intra-africaine a pris fin ce dimanche 21 novembre dans la ville de Durban, en Afrique du Sud. Les contrats signés lors de cet événement, destinés à favoriser le commerce intra-africain, ont atteint un montant de 36 milliards de dollars pour cette deuxième édition, un résultat qui fait la satisfaction des organisateurs. Résumé avec Ange Nomeigno. 36 milliards de dollars, c'est le montant des contrats qui ont été signés lors de la foire commerciale intra-africaine qui s'est tenue du 15 au 22 novembre à Durban, en Afrique du Sud. Un résultat qui tend vers les 40 milliards de dollars d'investissement visés et qui rassure les organisateurs. La première édition avait en effet vu la conclusion de 32 milliards de dollars d'investissement. Je suis vraiment satisfaite. 36 milliards de dollars, c'est avant tout une amélioration de plus de 20 à 80%. Et vous devez comprendre aussi que nous sommes dans une période de pandémie. Nous continuons d'enregistrer des entrées dans la base de données de contrats, dont je pense que nous devrions dépasser ce chiffre. Mais avec 36 milliards de dollars de contrats, c'est excellent. At $36 billion is excellent. Les deals continuent d'affluer avec notamment l'implication du digital. Pour les organisateurs de la foire, les espérances ont bien été au-delà des attentes. L'espoir de voir naître une libre circulation des personnes et des biens n'est pas loin de devenir une réalité. Je pense que l'une des choses qui doit être faite a été faite, et c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Mais je continue de croire que nous devons commander nos leaders. Il y a beaucoup de travail à faire et beaucoup de choses à mettre en place. Il y aura des problèmes liés aux frontières, des problèmes liés à l'immigration, mais l'accord a été signé et c'est déjà une bonne chose. La foire commerciale intra-africaine de Durban en Afrique du Sud a eu le mérite de rassembler environ 11 000 exposants pour cette deuxième édition. 46 pays africains ont été représentés dans les différents stands et plusieurs partenariats ont été noués tout au long de cette foire. Lancement de projets routiers d'envergure au Niger. Les autorités ont récemment approuvé 5 contrats de construction de routes rurales à Tawa et Tillabéri, des localités aux potentialités agricoles et touristiques non négligeables. Mildred Diamant. Des projets sont en cours pour développer le réseau routier au Niger. Le gouvernement a approuvé 5 nouveaux contrats pour la construction de routes rurales. Les nouvelles infrastructures sont destinées à renforcer l'accessibilité de plusieurs localités rurales de la région de Tawa, située au nord-est, et de Tillabéri, au sud-ouest du pays. Le déficit criant en matière d'infrastructures
routières que connaissent les régions de Tillabéri et Tawa limitent malheureusement l'exploitation des atouts qu'elles regorgent, notamment en termes de production agricole et de tourisme. Or, pour qu'un agriculteur puisse transporter sa production jusqu'au marché ou qu'un touriste puisse découvrir les merveilles ou les sites emblématiques d'une région, il faut que les personnes et les biens puissent circuler dans de meilleures conditions. Dans une large mesure, de même qu'une économie dynamique dépend du mouvement des produits et des services, les populations sont tributaires des routes pour l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Dans la localité de Tawa, il s'agira de la construction et de la réhabilitation de 236 km de routes rurales pour un coût d'environ 19 millions de dollars. Ce projet a un délai d'exécution de 30 mois. Pour ce qui est de la région de Tillabéri, les travaux portent sur la construction d'un linéaire total de 198 km attribué à 3 entreprises locales de génie civil pour un délai de réalisation de 22 mois. À travers ces contrats, le gouvernement entend améliorer la donne et faire en sorte que la construction des routes dans ces localités contribue à réduire les disparités régionales, désenclaver ces zones, favoriser une meilleure exploitation de ces atouts, accroître la création de la richesse et aussi booster la mobilité qui est une condition préalable au développement économique, social et durable. Le développement du réseau routier à Tawa et Tillabéri permettra une meilleure exploitation d'importantes potentialités agricoles et touristiques que disposent ces localités. Une fois achevées, les infrastructures devraient contribuer à dynamiser l'activité économique dans ces zones où les populations s'adonnent principalement à l'élevage, l'agriculture et la pêche. Repoussée de mars à novembre en raison de la pandémie de Covid-19, l'édition 2021 du marathon Eiffage a une nouvelle fois été marquée par une forte affluence. La troisième édition qui s'est déroulée sur 3 parcours, notamment les 10, 21 et 42 km, et qui a une nouvelle fois été dominée par les athlètes kenyans. Résumé de Viviane Baoken. Grand jour pour l'athlétisme sénégalais et africain. Le tour de piste est lancé pour cette troisième édition du marathon Eiffage de Dakar. Ce sont plus de 20 athlètes internationaux et plus de 1000 coureurs qui compétissent dans le cadre de ce grand événement sportif rassemblant plus de 110 nationalités. 42, 21 et 10 km de parcours pour courir Dakar, comme le veut le slogan, et aller à la découverte de son patrimoine architectural. Des heures de course pour décrocher la première place qui, depuis plus de 2 ans, est détenue par le Kenya. Pour cette nouvelle édition 2021, à qui le tour? Beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir et on espère faire un très très bon score. C'est une chose quand même, ça nous fait vibrer, ça nous fait plaisir en tant que jeunes pour se rencontrer aussi. Le marathon Eiffage, qui favorise l'inclusion sociale, intègre toutes les couches de la population avec notamment la participation de la catégorie handisport pour les personnes à mobilité réduite. Pour bien d'autres qui n'en sont pas à leur premier exercice, il s'agit d'une partie de plaisir et de bien-être. On va dire les 10 premiers kilomètres, c'était la partie la plus sympa. Mais c'est vrai qu'au-delà, il y a eu de la chaleur et puis les montées et les descentes étaient assez compliquées vers la fin. Donc je peux dire qu'on a un petit peu souffert, c'est vrai. Alors j'ai fini 10e. Ce qui est bien, c'est que c'est bien varié. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Et même si la dernière montée est assez difficile, c'est vrai que ça fait plaisir d'arriver au niveau de l'arche et de sentir l'ambiance et l'émotion à l'arrivée. J'ai fait une place d'honneur, donc du coup déjà c'est pas mal, c'est satisfaisant pour soi. Mais après voilà, ouais, avec les conditions qu'il y a eu, je pense que tout le monde peut sortir gagnant de cette course, quoi. Pour une troisième fois consécutive, le Kenya remporte les 3 premières places de l'édition de cette année avec Geoffrey Birgen en tête sur un chrono de 2 h 16 minutes 46 secondes suivi de Shebi Douglas et Luc Kibé. Organisé pour la première fois au Sénégal en 2016, l'ambition d'Eiffage et ses partenaires à travers le marathon de Dakar est de valoriser l'athlétisme en créant une aventure biannuelle pour la population sénégalaise qui y a massivement répondu présente. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.